Bonjour à tous, nous poursuivons nos révisions d'analyse avec la correction de l'exercice 2 du DS numéro 7. Cet exercice traite de suites définies à partir de sommes et d'intégrales, l'intégrale de fonctions de classe C1, définie par des prolongements où justement il y a des techniques assez utiles dans le domaine de l'analyse. Alors, commençons par le début. Le début, c'est la donnée de deux sommes, deux réels définis par des sommes Sn et Un. Alors, Un, c'est la somme des 1 sur k carré pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 16e, etc. Alors que Sn, c'est ce qu'on appelle la somme alternée associée à Un. On verra que Un, c'est ce qu'on appelle la somme partielle de la série des 1 sur k carré. Ici, il y a un moins 1 exposant k moins 1. Donc il y a un moins une fois sur 2 dans les termes de Un. Pour trouver ceux de Sn, il faut mettre moins 1 une fois sur 2. Et moins 1 quand l'indice est pair. Parce que, excusez-moi, quand k est pair, k-1 est impair, et moins 1 exposant k-1 vaut moins 1. Donc il y a un moins 1 sur les termes d'indice pair. Alors, la première question était de montrer que la différence entre U2n plus 1 et S2n plus 1 était la même qu'entre UN et S2n. Alors, j'ai écrit la différence entre le terme numéro 2n plus 1 et le terme numéro 2n de la suite des U. Alors, pour écrire U numéro 2n plus 1, il faut écrire U numéro 2n plus le terme correspondant à k égale 2n plus 1, qui est 1 sur 2n plus 1 au carré. Même chose pour S indice 2n plus 1, c'est S indice 2n plus le terme correspondant à k égale 2n plus 1 dans cette somme. Mais pour k égale 2n plus 1, ici ça fait moins 1 exposant 2n. On a dit que ça faisait 1. Donc ça fait S indice 2n plus 1 sur 2n plus 1 au carré. Alors vous voyez que quand on fait la différence, les deux termes que l'on a sortis des sommes vont s'éliminer et on en déduit que la différence U2n plus 1 moins S2n plus 1, c'est la même que la différence entre U2n et S2n. Hop. Bon, la technique ici qu'on a utilisée, c'est la sortie d'un terme d'une somme. C'est pas ce qui est demandé ensuite, puisque là je me projette sur la question d'après. Il s'agissait de montrer que cette différence-là a un lien avec cette somme ici. Alors, l'idée c'est la suivante, c'est mettre les deux réel U et S, qui sont deux sommes, sous le même symbole. On peut le faire parce que la somme est associative. La somme de ces termes plus la somme de ces termes, c'est la somme de leur somme. Alors il y a la somme pour k égale 0 jusqu'à 2n, des 1 sur k carré, ça c'est les termes de la somme U2n, moins 1 sur k moins 1 sur k carré. Alors c'est là qu'on utilise notre remarque, c'est que les termes d'indice impair de la somme, de cette somme, sont nuls. Pourquoi ils sont nuls? Parce que quand k est impair, k-1 est pair, moins 1 exposant k-1 vaut 1, et on a 1 sur k carré, moins 1 sur k carré. Donc, la somme que l'on a à écrire, ici, on doit écrire uniquement les termes d'indice pair de cette somme. Alors, comment on fait ça? Je vais prendre un peu de verre. Il faut se dire que, ici, il y a 2n plus un terme, et on va prendre que ceux qui sont pairs. Que ceux qui sont pairs, c'est ceux qui ont un k égal à 2p pour p variant entre 0 et n. Donc il faut changer d'indice. P égale 0 jusqu'à n de 1 sur... Alors, k quand il vaut 2p, donc ici 2p
Hop, le tout au carré. Bon, après, on peut détailler, hein, moins 1 exposant 2p moins 1, mais ça fait, on a dit, hein, ça fait moins 1, hop, moins 1, sur, ici, encore 2p, le tout au carré. Alors, je pourrais écrire ici 2p moins 1, bon, je le laisse comme ça, allez, je le fais après tout, 2p, le tout, moins 1, et ça c'est donc la somme pour p égale 0 jusqu'à n, au numérateur il y a un 2, et au dénominateur il y a 2p carré. Bon, c'est presque gagné puisque vous voyez qu'on peut sortir le 2 ici et on va retrouver cette somme. Au fait que l'indice ne soit pas k et p n'a pas d'importance puisque l'indice de sommation est muet. Je réécris ça et je fais un petit point sur la façon de couper une somme en deux morceaux, réunissant d'une part ces termes pairs et d'autre part ces termes impairs. Alors, je viendrai écrire la dernière égalité obtenue, U2n moins S2n, c'est la somme pour P égale 1 jusqu'à n, des 2 sur 2P le tout au carré. Il vient 2 sur 4P carré sous le signe somme. 2 sur 4, j'ai sorti le 1 demi. Somme pour P égale 1 jusqu'à 1 sur P carré. On a dit, on reconnaît ici UN, puisque l'indice de sommation P étant muet, c'est aussi la somme pour K égale 1 jusqu'à n des 1 sur K carré. On a donc bien l'égalité voulue, U2n moins S indice 2n égale 1 demi de UN. Alors je vous ai dit des petites remarques sur la façon de couper une somme en deux, en regroupant d'un côté les termes d'ordre d'indice pair et les termes d'indice impair. Alors bon, j'ai commencé à K égale 1. Vous adaptez ici ce qui est écrit si la somme commence pour K égale 0. Ici j'ai pris K égale 1 parce que regardez, c'est ce qui se passe dans notre problème particulier. Alors dans les deux premières lignes, j'ai écrit l'égalité de séparation quand on connaît la parité de la borne supérieure de la somme, hein, la dernière valeur prise par K. Supposons par exemple que K varie entre 1 et 2n. Pour mettre les termes pairs de côté, le premier, ça sera 2, donc c'est quand P égale 1, c'est les A2P, quand P varie entre 1 et n, puisque le dernier, ça sera 2n. Dans cette somme, il y a A2 plus A4 plus A6, etc. Ensuite, pour les termes impairs, alors il faut qu'il y ait A1, donc commencer à P égale 0 si ici j'écris 2P plus 1. Je pourrais aussi écrire un indice 2P moins 1 et commencer à 1, mais là j'ai commencé à 2P, enfin j'ai noté un indice 2P plus 1, donc il faut commencer à P égale 0 pour avoir A1. Et si ici on veut terminer à 2n, il faut terminer à n moins 1. Si on avait eu en haut ici un dernier valeur d'indice égale à 2n plus 1, bon ben il faut s'adapter. Ici j'ai P égale 1 jusqu'à n. Là P égale 0 et le dernier c'est n, puisque ici le dernier terme d'indice impair sera A numéro 2n plus 1. Vous voyez que dans cette somme ici, là, il y a A1 plus A3 plus A5 plus A2n. Vous voyez que 2n moins 1. Alors que là, il y a A1 plus A3 plus A5 plus A2n plus 1. Alors, reste le problème, quand on a une somme, alors là encore, j'ai pris une valeur initiale de l'indice de sommation égale à 1, vous adaptez si c'est 0. L'idée, c'est quand on a une valeur maximale de l'indice dont on ne connaît pas la parité. Alors, vous savez que vous avez une écriture qui marche toujours, c'est la suivante. La somme des indices 2P quand 2P est entre 1 et n. Là, il y a une ligne que l'on n'écrit pas, mais qui est implicite. C'est P appartient à grand N tel que. De même ici, la somme sur les P appartenant à grand N tel que 2P plus 1 reste entre 1 et n. On reste entre 1 et n. Alors ça marche tout le temps. Si vous voulez vraiment
revenir à des sommes avec bornes inférieures et supérieures pour l'indice de sommation. Là encore, vous vous adaptez. La première valeur que va prendre P, c'est 1 ici. Et la dernière valeur que va prendre P, c'est la partie entière de grand N sur 2. Des A indices de P. Alors pourquoi? Parce que c'est la plus grande valeur de l'entier, tel que P, tel que 2P est plus petit que N. Ça fait P plus petit que N sur 2. Le plus grand entier plus petit que N sur 2, c'est sa partie entière de N sur 2. D'autre part, ici, vous vous adaptez, donc P égale 0, puisqu'on veut que ce soit 1. Et ici, on cherche le plus grand entier, tel que 2P plus 1 est plus petit que N. Ça, c'est la partie entière de N-1 sur 2. Des A indices de P plus 1. Bon, voilà pour ce petit bilan-là sur le regroupement des termes d'indices pairs et impairs dans les sommes. On va passer à la suite de l'exercice maintenant. Alors je poursuis la résolution de la question 1 en passant à 1b où il s'agit de déterminer la limite de la suite des SN. Alors on nous donne la convergence de la suite des UN. UN tend vers pi carré sur 6 quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est un résultat qu'on a déjà vu dans un DL sur les polynômes, je crois. Si on appelle UN la somme pour k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k carré, quand n tend vers l'infini, cette somme tend vers pi carré sur 6. Alors, quand une suite converge comme ça, toutes les suites extraites de celle-ci convergent. En particulier la suite des termes d'indices pairs et la suite des termes d'indices impairs. Donc les U2n, la suite des U2n converge vers pi carré sur 6. On peut écrire U2n tend vers pi carré sur 6. De même, la suite des U2n plus 1 converge vers pi carré sur 6. On peut écrire U2n plus 1 tend vers pi carré sur 6. Les relations qu'on a montrées dans la question précédente, U2n moins S2n égale 1 demi de UN, peuvent s'écrire sous la forme suivante. Donc S2n c'est U2n moins 1 demi de UN et S2n plus 1 c'est U2n plus 1, où la différence de ces deux objets c'est la même quantité, donc c'est moins 1 demi de UN. Alors les propriétés d'opération sur les limites assurent que cette quantité là admet pour limite quand n tend vers plus l'infini pi carré sur 6 pour le premier terme, moins pi carré sur 12 pour le deuxième terme égale pi carré sur 12. Idem ici, ça tend vers pi carré sur 6, ça vers pi carré sur 12, et le tout tend encore vers pi carré sur 12 quand n tend vers l'infini. Alors attention, là il s'agit de reconstruire entre guillemets la suite des SN quand on connaît, déterminer la convergence de la suite des SN quand on connaît à la fois la convergence de la suite des S2n et des S2n plus 1. C'est pas le même problème que là, où on avait la convergence de la suite globale et on en déduisait la convergence de deux sous-suites ou suites extraites. Ici, on a deux suites extraites très particulières qui convergent toutes les deux vers la même limite. C'est la suite extraite des termes d'ordre impair et la suite extraite des termes d'ordre pair. Mais on a vu que dans ce cas, la suite globale, c'est-à-dire la suite des Sn quand n appartenant à n étoiles, admet aussi pi carré sur 12 comme limite, c'est-à-dire converge vers pi carré sur 12. Attention, on fait référence au résultat d'un exercice important que je vous avais demandé de mémoriser comme un résultat utile. Quand à la fois la suite extraite des termes d'ordre pair et impair admet la même limite, la suite globale converge vers cette limite. Voilà pour la question 1. Alors dans la question 2, on introduit une fonction petit f et on se demande si son intégrale sur 0,1 existe. Alors la fonction petit f, la voilà, elle est donc définie sur 0,1, la valeur dans R, définie par morceau, puisque la valeur de f en x appartenant à 0,1 c'est x log de x sur x plus 1 si x est entre 0 mais pas 0 et 1, et 0 si x égale 0. Alors, le réel i, qui est là, qui est une écriture,
existe si f est, alors, avec notre construction, le minimum, c'est que f soit continu par morceau. Si f est continu par morceau sur 0, 1. Or ici, alors l'expression de f qui est x donne x log de x sur x plus 1 sur 0 ouvert 1 assure que f est continu sur 0, 1. Quand on a ce genre d'expression, on peut conclure directement à la continuité à l'aide des opérations usuelles sur les fonctions continues. De plus, x log de x, le numérateur tend vers 0 quand x tend vers 0, ça c'est une limite de cours. Donc f de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors regardez, la fonction f pour l'instant elle est continue sur 0, 1 et elle admet une limite finie en 0. Donc en fait elle est continue par morceau sur 0, 1. Bon, il se trouve qu'elle est un peu mieux que cela. Ça suffit pour conclure. Le fait qu'elle soit continue par morceau suffit pour conclure. En fait, elle est un peu mieux que ça parce que le 0 qu'on a trouvé là, c'est aussi sa valeur en 0. Si on avait trouvé 2, le réel i aurait existé parce que f est continu par morceau. Ici, c'est un peu mieux. La valeur trouvée comme limite en 0, c'est la valeur de f. Donc en fait, f ici est continu tout court sur 0, 1. D'où l'existence de i, j'écris ça de l'autre côté. Bon, je conclus la question en disant que f est bien continu par morceau sur 0,1. Je vous rappelle ce que ça veut dire continu par morceau, ça veut dire qu'il existe une subdivision sur laquelle f est continu sur chaque sous-intervalle et admet une limite finie à droite et à gauche. Bon, ici, il y a une subdivision en écartant 0 et en prenant 1. Elle est bien continue sur 0,1 ouvert et elle a une limite finie en 0,1, donc elle est continue par morceau. Ça assure déjà que le réel i est bien défini. Bon, comme je vous le disais juste avant, on a de plus la limite en 0 de f, c'est la valeur de f en 0, puisque f de 0 égale 0, donc f est continu en 0, f est continu en 0, et finalement continu sur 0, 1. La continuité par morceau suffit, mais on a mieux, disons-le quand même. Alors, dans la question 3, on introduit une suite de fonctions. Chaque fonction φk étant définie de la façon suivante. Elle est définie sur 0, 1, la valeur dans R, et à tout x, elle associe x exposant k log de x si x n'est pas 0, et 0 si x égale 0. Alors la question 3a portait sur ce qu'on appelle la régularité des fonctions phi. Alors vous voyez que, et il était précisé que 0 joue un rôle particulier. En effet, si on enlève 0 ici, on a une fonction qui est définie sur 0 ouvert 1 comme le produit de deux fonctions usuelles que l'on connaît bien, la fonction puissance exposant k et la fonction logarithme, qui sont toutes les deux de classe c infinie sur cet intervalle. Alors leur produit l'est. C'est ce que j'ai écrit ici, phi indice k est clairement de classe C infinie sur 0 ouvert 1. Donc les problèmes de régularité se posent en 0. Alors, on nous demande pour k égale 1 de montrer que phi 1 est continu. Alors, si elle est de classe CK, elle est bien sûr continue. De classe C infinie, ça veut dire indéfiniment dérivable. En particulier, si elle est de classe C infinie, elle est de classe C0, c'est-à-dire continue sur 0, 1. Donc phi 1 est continu sur 0 ouvert 1. Reste à voir si sa définition assure sa continuité en 0. Bon, pour k égale 1, ça fait x log de x, on l'a vu tout à l'heure, qui tend vers 0, qui est justement phi 1 de 0. Donc, phi 1 admet pour valeur en 0 sa limite. C'est-à-dire que phi 1 est continue en 0. Comme elle est continue aussi sur 0 ouvert 1, finalement, elle est continue sur 0 fermé 1. Alors, pour k supérieur ou égal à 2, il s'agissait de montrer que phi k était de classe C1, cette fois, au lieu de continu. Classe C1, ça veut dire dérivable partout dont la dérivée est continue. Alors, comme elle est de classe C infinie sur 0 ouvert 1, elle est bien sûr de classe C1 sur 0 ouvert 1. Qu'est-ce qu'il reste à voir? C'est ça qu'il faut comprendre. Il reste à voir que phi k est dérivable en 0, c'est-à-dire que la dérivée qui existe
du fait de ce que l'on vient de dire, partout sur 0 ouvert 1 existe aussi en 0, et que phi k' est continu en 0. C'est-à-dire que la valeur de phi k' en 0, c'est la limite de phi k' ailleurs. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on traite ça en deux temps, c'est-à-dire qu'on revient à la définition de la dérivabilité en utilisant le taux de variation, et ensuite on s'attaque à la continuité, soit on utilise le théorème de prolongation de la dérivabilité en 0. Bon, ici je crois que je vais faire le taux de variation, puisque c'est assez simple, le taux de variation est très simple. Donc on va revenir à la définition, on va montrer que phi k est dérivable en 0, et d'autre part, que son nombre dérivé en 0 est la limite de sa dérivée ailleurs. La limite de phi' de x quand x tend vers 0, x étant entre 0 et 1, mais non égal à 0. En utilisant, qu'on a dit, le taux de variation de phi k entre x et 0 pour x dans 0, 1 ouvert en 0, phi k de x moins phi k de 0 sur x moins 0, phi k de 0 c'est 0, ça c'est x exposant k facteur de log de x, et bien donc x exposant k moins 1 facteur de log de x, mais ici k est supérieur ou égal à 2, donc l'exposant de x est au moins 1, et dans ces cas-là, x exposant k moins 1 log de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ça veut dire que ce taux de variation là admet une limite finie qui est 0, c'est-à-dire que phi k est bien dérivable en 0, et son nombre dérivé en 0, c'est 0, la limite que l'on vient de trouver. Alors, c'est pas fini. Il faut montrer que cette valeur, 0, c'est la limite des phi k' de x ailleurs. Alors, pour ça, il faut des phi k' de x ailleurs. Alors, pour x appartenant à 0 ouvert 1, phi k' de x, bon, je vous rappelle que phi k de x, c'est x exposant k log de x. Là, j'ai dérivé x exposant k sans dériver le log. Là, j'ai dérivé le log sans dériver x exposant k. Vous voyez qu'ici, il vient x exposant k moins 1 qu'on peut factoriser. X exposant k moins 1, facteur de k log de x plus 1. Mais cette quantité, à nouveau, tend vers 0 quand x tend vers 0. Toujours pareil, parce que l'exposant de x, ici, devant la parenthèse, est supérieur à 1. Et vous savez aussi que le log... Enfin, il y a prépondérance de la fonction puissance en 0. Mais ça, c'est la limite de cette valeur de la dérivée ailleurs qu'en 0. C'est la limite donc de la dérivée ailleurs, c'est la valeur de la dérivée. Ça, c'est phi k' de 0. Donc, ceci assure que phi k' est continu en 0. Donc, qu'est-ce qu'on a dit de phi k'? Elle est déjà définie partout et continue sur 0 ouvert 1. Ça, c'est parce qu'elle est clairement de classe C1 sur 0, 1. De plus, elle est définie en 0 et continue en 0. Finalement, phi k' est définie et continue partout sur 0, 1 fermé. C'est-à-dire que phi k est de classe C1 sur 0, 1. Alors voilà pour cette fonction, c'est important ces histoires de régularité pour des fonctions définies par morceau ou du moins comme c'est le cas ici avec un point qui joue un rôle particulier. Parce que là les morceaux, il y en a un gros et un tout petit qui est réduit à un point. Bon, on veut montrer que pour x appartenant à 0,1 fermé, on a l'égalité donnée. Alors attention, ça c'était vraiment facile, mais par contre il faut bien distinguer deux cas. Phi k et phi k plus 1 ont des valeurs particulières en 0. Alors si vous voulez, on peut commencer par ça. Pour x égale 0, l'égalité voulue s'écrit... Alors, à gauche, phi k en 0, ça fait 0. À droite, bon, 1 sur k plus 1, peu importe, puisqu'on a vu que phi' indice quoi que ce soit d'indice plus grand que 1 en 0, là, ça fait 0. Donc ça fait 0, et ça aussi, ça fait 0. Donc ça fait 0 égale 0, ce qui est vrai, et donc c'est vrai. Et elle est vraie. Et elle est vraie. Reste à voir le cas où x est entre 0 ouvert et 1 fermé. Bon, mais vous voyez qu'avec la dérivée qu'on a calculée ici, ça ne va pas poser trop de problèmes. Je reviens.
Une petite remarque, pour la question qui précède, on avait le cas dans n étoiles, donc k plus 1 est supérieur ou égal à 2. Alors on a fait le cas x égale 0, il nous reste à faire le cas où x est entre 0 et 1 non égal à 0. J'ai repris la formule de dérivation qu'on a trouvée pour phi, mais avec l'indice k plus 1. Donc on trouve k plus 1 x exposant k, donc de x plus x exposant k. Et là on reconnaît phi k de x. Donc k plus 1 fois phi k de x plus x exposant k. Après une petite transformation, on a donc bien phi k de x égale 1 sur k plus 1 facteur de phi k prime de x moins x exposant k. Ceci est valable à la fois pour x égale 0 et pour tous les autres x de 0, 1, donc pour tout x appartenant à 0, 1 fermé. Alors dans la question 4, on introduit l'intégrale entre 0 et 1 des fonctions phi k. Une remarque, cette intégrale existe, ce réel ik est bien défini, puisque toutes les fonctions phi k, pour k appartenant à n étoiles, sont continues, au moins continues, elles sont parfois plus régulières, mais ici, au moins continues sur 0, 1. D'où l'existence, je répète la condition minimale dans notre étude, c'est continu par morceau, là elles sont continues, d'où l'existence de la intégrale. Alors bien sûr, on va utiliser 3b, ici, là. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de phi k de x dx, c'est 1 sur k plus 1. L'intégrale entre 0 et 1 de phi prime indice k plus 1 de x dx, moins 1 sur k plus 1. L'intégrale entre 0 et 1 de x exposant k dx. On a donc ik qui s'écrit 1 sur k plus 1 fois les variations de phi indice k plus 1 entre 0 et 1 moins 1 sur k plus 1 fois, une intégrale qu'on connaît bien, ça c'est les variations de 1 sur k plus 1 fois x exposant k plus 1 entre 0 et 1, ça vaut 1 sur k plus 1. Oui, mais cette valeur ici est nulle, puisque en 1 c'est le logarithme qui s'annule dans l'expression de phi indice k plus 1, et en 0 c'est la valeur donnée pour phi, ça fait 0. Donc ik égale moins 1 sur k plus 1, le tout au carré. Et voilà la valeur demandée de l'intégrale ik. Dans la question 4b maintenant, on nous demande de calculer, enfin plutôt d'exprimer la somme pour k égale 1 jusqu'à n des moins 1 exposant k moins 1 ik en fonction de s indice k plus 1, n plus 1, pardon, excusez-moi. Alors là, on a deux expressions de ik, soit une expression sous forme intégrale, soit une expression comme moins 1 sur k plus 1. Alors, comme s indice n plus 1 est une somme qui contient des 1 sur k, c'est bien sûr la deuxième version qu'on va écrire, on utilise le résultat précédent. ik égale moins 1 sur k plus 1 au carré, avec moins 1 exposant k moins 1 devant. Ça nous donne la somme pour k égale 1 jusqu'à n, des moins 1 exposant k sur k plus 1 au carré. Vous voyez qu'on peut faire ici un changement d'indice, c'est la somme pour k égale 2 jusqu'à n plus 1, des moins 1 exposant k moins 1, sur k. Alors ça c'est presque s indice n plus 1, vous voyez que c'est s indice n plus 1 auquel il manque son terme d'indice k égale 1. Et pour k égale 1, ça vaut 1. Donc ça fait bien s indice n plus 1, le tout moins 1. Voilà l'égalité voulue. Alors dans la question 5, on introduit une nouvelle quantité qui est Vn égale I. I c'est l'intégrale que l'on veut calculer depuis le début. Moins la somme des moins 1 exposant, alors j'ai laissé en blanc des moins 1 exposant k moins 1 ici, hop, k moins 1, ik. Il s'agit de montrer que cette somme vaut moins 1 exposant n fois l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n de x dx. Autrement dit, il s'agit de mettre Vn sous une forme d'intégrale. Et là, il serait plus pertinent d'utiliser ik sous sa forme 1 ou moins 1 sur k plus 1. Mi i, il faut mettre i et ik sous forme intégrale. I, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, et ik, l'intégrale de 0 à 1 de phi k de x dx. Une remarque,
certains d'entre vous dans les copies que j'ai corrigées remplacent ici f de x et phi k de x par leur valeur en fonction de x, mais sur 0 ouvert 1. Alors, c'est pas bon, l'année prochaine, vous verrez qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut le faire, mais pour l'instant, comme ça, c'est plein de logarithmes et qu'il y a 0 comme borne, c'est quand même un peu embêtant. Surtout que f et phi k ont justement été prolongés en 0 pour qu'on puisse écrire leur intégrale sur 0,1 comme un segment. Donc, faisons comme ça. Alors, bien sûr, l'intégrale est linéaire, l'intégration est linéaire. Donc, le deuxième morceau s'écrit moins intégrale de 0 à 1 de la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 exposant k, phi k de x, dx, et c'est même égal à l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx, où pour x, je vais mettre ici, pour x appartenant à 0, 1, g de x égale f de x moins la somme pour k égalant jusqu'à n des moins 1 exposant k. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des moins 1 et j'ai oublié les moins 1. K moins 1 ici, K moins 1 et ici K moins 1. J'ai pas mal mis les moins 1. Donc, hop, K moins 1 multiplié par phi K de x. Bon, il faut montrer que cette fonction g s'écrit comme moins 1 exposant n fois xn f de x. Et c'est cela que l'on va faire maintenant. Attention, vous corrigez ici, le moins 1 est bien sûr en dehors de la parenthèse. C'était une erreur de copie de ma part. K moins 1. Bon, on reste à travailler sur cette fonction g et à faire apparaître la quantité moins 1 exposant n, x exposant n, f de x. On va faire ça maintenant. J'ai réécrit ici l'expression de la fonction g que j'ai introduite juste avant. Donc g de x égale f de x moins la somme pour k égale 1 jusqu'à n des moins 1 exposant k moins 1 phi k de x. Pas du tout des x d'ailleurs. Hop, c'est juste une fonction. Alors, bon, un petit détail, le moins là on peut le rentrer par linéarité dans la somme en mettant moins 1 exposant k phi k de x dx. On doit montrer pour terminer la question que cette quantité-là vaut moins 1 exposant n, x exposant n, f de x. Alors, pour x égale 0, vous savez que pourquoi il faut faire en deux temps? Parce que f de x comme phi k de x ont deux définitions distinctes suivant que x est nul ou pas. Bon, si x est nul, g de x, bon, f de 0 ça fait 0, les phi k de 0, 0 sont nuls, donc g de x c'est 0. Maintenant, moins 1 exposant n fois x exposant n f de x aussi c'est nul, puisque à la fois x et f de x sont nuls. Donc on a l'égalité voulue pour x égale 0. Prenons maintenant un x dans le semi-ouvert 0, 1. Là on peut écrire g de x, remplacer f de x par sa valeur utilisant un logarithme, puisqu'on est dans le bon intervalle. Donc c'est x log de x sur x plus 1, plus la somme pour k égale 1 jusqu'à n, des moins 1 exposant k fois x exposant k log de x. Ici j'ai fait deux petits changements. D'abord, on somme ici sur k, et le log ne dépend pas ici de k, donc je peux le factoriser. J'en ai profité pour le factoriser parce qu'il est là aussi. Donc il vient x sur x plus 1, et dans la somme, regardez, alors vous pouvez laisser moins 1 exposant k fois x exposant k, mais l'idée c'est quand même à ce stade-là, et c'était la question technique que peu d'entre vous, en tout cas pour les copies que j'ai corrigées, ont réussi à mettre en place, faire apparaître ici une somme que l'on peut calculer à l'aide des puissances de x et de f de x. Donc l'idée ici, c'est moins 1 exposant k fois x exposant k, c'est moins x exposant k. Et moins x est différent de 1. On dispose donc d'une égalité qui va nous permettre d'exprimer cette somme. Alors allons-y, g de x égale log de x facteur de x sur x plus 1 plus. Alors la somme vaut le premier terme sommé, je vais mettre bien ça. Oula, hop,
laisser un peu de place pour que le calcul soit clair. Le premier terme sommé, c'est moins x, moins le premier terme non sommé. Donc ici, c'est moins x exposant, hop, moins x exposant n plus 1. Premier terme non sommé. Sur 1 moins x, mais 1 moins x, c'est 1 plus x. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour... on peut factoriser x plus 1, là, à nouveau, dans le deux termes. Donc il y a un log de x sur x plus 1. Facteur de x plus moins x. Et ici, il vient moins 1 exposant n plus 1, x exposant n plus 1. Alors comment écrire ça? Comme ça. Moins 1 exposant n plus 1, x exposant n plus 1. Et pour finir, on peut le moins 1 exposant n plus 1, c'est moins 1 exposant n. Donc il vient moins 1 exposant n, x exposant n plus 1 log de x, le tout divisé par x plus 1. Et bon, c'est ligné, c'est moins 1 exposant n fois x exposant n, f de x. Voilà, on a montré, quel que soit x appartenant à 0, 1, g de x égale moins 1 exposant n, x exposant n, f de x, et vn, qui est l'intégrale de 0 à 1 de, j'avais posé ça, g de x dx, l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx, égale moins 1 exposant n fois l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n, f de x dx. Hop, et voilà cette question qui faisait le lien entre d'une part une intégrale dépendante de f et d'autre part Vn. On vient de montrer donc que Vn égale moins 1 exposant n, l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n f de x dx. On peut se demander pourquoi on a recherché cette forme intégrale de Vn, mais c'est écrit juste en dessous. C'est pour montrer que Vn converge vers 0. Alors ce genre de choses, on l'a fait assez souvent. L'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n, c'est 1 sur n plus 1 qui va tendre vers 0. Et on peut majorer la valeur absolue de ça si on a le max de la valeur absolue de f. Alors bon, déjà on écrit 0 et plus petit que Vn, hop, en valeur absolue qui vaut... Alors là, on peut aller plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n qui n'a pas besoin de valeur absolue parce que c'est positif. Par contre, je vais en mettre une sur valeur absolue de f de x, le tout dx. Hop. Alors, on peut poser petit n par exemple égale le max de valeur absolue de petit f sur 0,1 puisque f est continue sur cet intervalle là. Elle admet un maximum, elle l'atteint d'ailleurs. Et dans ces cas-là, alors 0 est plus petit que valeur absolue de Vn est plus petit que m fois l'intégrale de 0 à 1 de... Bon, j'écris directement. M... Allez, non, je détaille. 0 à 1 de x exposant n dx qui vaut m sur n plus 1. Alors, on en déduit que... On en déduit que Vn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Hop.
Alors, il est temps de remettre les morceaux en place pour conclure. En utilisant les résultats précédents, déterminer la valeur de I. Les résultats précédents, c'est deux expressions de Vn. Une initiale à l'aide de I et d'une somme, et l'autre intégrale qui nous a permis de dire qu'elle tend vers 0. Cette première version de Vn, I moins une somme, a déjà été étudiée, puisque la somme en question, on a montré que c'est S, indice n plus 1 moins 1. Donc Vn c'est I moins cette somme, comme cette somme vaut S indice n plus 1 moins 1. Et que là il faut faire réapparaître Sn, puisqu'on veut la limite de Sn. Alors c'est bien sûr dans l'expression de Vn qu'il faut faire réapparaître cette Sn, sous la forme Vn égale I moins S indice n plus 1 moins 1. Donc ceci est valable pour tout n, valable pour tout n appartenant à n étoiles. À gauche et à droite on a deux quantités qui dépendent de n et qui ont toutes les deux des limites. On a Vn qui tend vers 0, I qui est une constante, Sn plus 1 qui, on l'a vu, est le terme général d'une suite qui tend vers pi carré sur 12 et moins 1. Donc ici, en passant aux limites, qui existent, on vient de le voir, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient à gauche 0 égale I moins pi carré sur 12. Attention, ici j'avais oublié, ici c'est un plus 1. Moins Sn plus 1, excusez-moi, j'ai mis un plus 1, moins pi carré sur 12 plus 1. Donc I vaut pi carré sur 12 moins 1. Pi carré sur 12 moins 1 qui était le résultat final de l'exercice. Bon, vous voyez qu'on a utilisé pas mal de techniques à la fois d'intégration mais aussi d'analyse, calculer des sommes, prolonger des fonctions, s'interroger sur leur caractère C1, continu, etc. Donc c'était un bon exercice d'analyse. Voilà, à bientôt.